Ça concerne combien de personnes? Ça, on n'a pas les chiffres, si vous voulez, parce que c'est assez compliqué en termes épidémiologiques, parce que vous avez des besoins de sommeil qui, spontanément, chez les gens, sont très différents. Mm. Vous avez des gens qui ont besoin de très peu de sommeil, et le minimum, disons, c'est autour de 5 heures. Et puis, vous avez des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil, 11 heures, mettons, par nuit. Et entre les deux, vous avez une moyenne qui est autour de 8 heures. Mhm. Et là, la nature est très très différente selon les gens. Vous avez des gens qui vont donc avoir des besoins différents et qui ne seront pas en privation de sommeil parce qu'ils sont petits dormeurs, alors qu'un long dormeur qui a besoin de 11 heures par nuit, qui ne dort que 8 heures par nuit, est en privation de sommeil. Donc vous voyez, tout est relatif. Et dès qu'on fait des études épidémiologiques, on n'a pas cette dimension-là et cette subtilité-là qui permet de savoir qu'est-ce qui est réellement lié à la privation et qu'est-ce qui est lié à la durée. Alors une notion qu'on commence à introduire dans les enquêtes en demandant aux gens s'ils pensent qu'ils ont suffisamment de sommeil, et quelqu'un qui est court dormeur va dire oh oui, alors que quelqu'un qui n'a pas assez de sommeil va dire que non, il lui manque 1 heure, 2 heures. Mais ça, c'est différent de la qualité du sommeil. Et un insomniaque, par exemple, va toujours affirmer qu'il ne dort pas, ou qu'il dort que 4 heures par nuit, alors qu'il va passer 8 heures ou 9 heures dans son lit, et que quand on l'enregistre, on retrouve un temps de sommeil qui est souvent de 6h30, 7 heures dans la nuit, alors que lui n'a pas cette perception du sommeil. Donc on voit que l'appréhension, disons, de la personne de son sommeil est assez difficile, et dès lors qu'on commence à être chez des gens qui ont une mauvaise perception de leur sommeil, simplement le questionnaire et le questionnement des gens sur leur sommeil n'est pas fiable. Mhm. Comment on peut savoir exactement combien d'heures il nous faut? Le temps approprié pour chacun est assez difficile à saisir comme ça dans l'absolu, donc on a une bonne idée quand même de ce qui se passe quand on regarde ce qui se passe en vacances par rapport à la période de travail. C'est-à-dire qu'en général, en vacances, on dort à peu près la période de sommeil dont on a réellement besoin. Donc il faut en fait voir quelle est la quantité de sommeil que l'on prend en vacances. En général, c'est 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures de plus. Et on a une petite idée à ce moment-là réellement de son besoin de sommeil. Et dans ce cas-là, il faut essayer de respecter ce temps de sommeil et aussi de respecter les horaires, parce qu'on est parfois plutôt du soir ou plutôt du matin. Donc essayer d'être plus dans son rythme que de se forcer ou à se coucher trop tôt ou au contraire de veiller beaucoup trop tard. Donc ça, c'est déjà la base. Ensuite, la qualité du sommeil, et si l'on est insomniaque, on n'a pas actuellement d'études qui montrent que chez les insomniaques, on ait un tel retentissement en termes de métabolisme, en termes même de conséquences immunologiques. Ça, c'est pas des données qui sont vraiment encore certaines de ce côté-là. Mais l'insomniaque n'a pas obligatoirement une privation de sommeil en tant que telle. C'est sa perception du sommeil qui est pas bonne. Donc, il y a une insatisfaction par rapport à son sommeil et souvent la croyance qu'il ne dort pas alors qu'il dort. Donc, ça rejoint bien plus souvent des facteurs qui sont d'ordre psychologique et qui font référence à des problèmes associés comme une dépression, par exemple, comme une anxiété qui est importante, comme, après, il y a d'autres insomniaques qui ont une espèce d'hyper-éveil et qui est une espèce d'état d'alerte un peu permanente, où là, effectivement, on voit que c'est des gens qui n'arrivent pas à lâcher, qui n'arrivent pas à se laisser aller. Et cet état d'alerte, c'est aussi un état un peu de stress permanent. Et donc, ce sont des gens qui vont aussi là avoir un rapport au poids très particulier, parce qu'on sait que derrière ces facteurs de stress permanent, il y a des mécanismes en termes de cortisol, mais d'adrénaline, de noradrénaline qui sont sécrétés d'une manière trop importante et qui vont faire que ça va modifier aussi, là encore, la façon d'assimiler les aliments et donc souvent favoriser soit une prise de poids, soit au contraire l'inverse, on voit des gens qui maigrissent. Donc il y a des liens qui sont très très forts. En fait, on a des données actuellement qui montrent que les gens qui dorment insuffisamment vont avoir des conséquences vraiment palpables, mesurables, en termes ne serait-ce que d'efficacité le lendemain. Quand on fait passer des tests,
de performance, par exemple, chez des gens qui sont en insuffisance de sommeil, ils vont faire des erreurs beaucoup plus que le sujet témoin. Il va y avoir beaucoup plus d'accidents aussi liés à des problèmes de vigilance, comme par exemple, on peut en voir sur la route avec des gens qui n'ont pas dormi suffisamment et donc qui ont une baisse de vigilance avec une somnolence et donc ils peuvent tout simplement avoir un accident. Et puis, il y a également des conséquences en termes, par exemple, immunologiques. On sait que chez les gens qui ont une restriction de sommeil qui est au moins d'1 heure par nuit, vont avoir des défenses immunitaires qui sont moins bonnes que les personnes qui ont leur quota de sommeil complètement, disons, satisfait. Il y a un rapport avec les gènes ou avec les habitudes que la personne a prises en tant qu'enfant, qui ensuite auraient des répercussions adultes, et c'est pour ça qu'ils auraient des problèmes aussi de sommeil? Alors, au niveau du sommeil et de l'origine, c'est vrai qu'il y a une composante génétique qui existe et qui fait qu'on a un sommeil d'une certaine typologie et qui est sous-tendu par des gènes. Par exemple, on sait très bien que la durée de sommeil, que le fait d'être du matin ou du soir, il y a une composante génétique forte là derrière, que probablement aussi dans le fait d'être bon ou mauvais dormeur, il y a une susceptibilité génétique. Néanmoins, on sait aussi qu'il y a des éléments qui sont constitutifs liés à l'éducation et que quelque part, on peut se structurer progressivement du fait de ces mauvaises habitudes enfants et ou adultes jeunes qui vont constituer à ce moment-là les bases de l'insomnie qu'on va connaître ensuite. D'accord.